n'avez pas encore entendu. Donc moi, on m'a demandé de parler d'une découverte. En fait, j'ai plutôt envie de vous parler d'une thématique et comment elle a été abordée dans mon équipe, qui s'appelle Placenta, environnement et programmation des phénotypes. Donc tout a démarré par David Barker, qui est un chercheur épidémiologiste en Angleterre, qui a développé des études chez l'humain qui ont montré qu'il y avait des origines fétales et développementales des maladies de l'adulte, donc d'abord connues sous le nom d'hypothèse de Barker. Et donc cette hypothèse montrait que l'embryon est le fruit donc, des gamètes, des spermatozoïdes et des ovocytes, ici donc une brebis, avec un fœtus en développement qui va communiquer avec sa mère par un organe qui est essentiel, qui est le sujet de notre étude, le placenta. Et donc ce fœtus va donner un nouveau-né et un adulte qui peut être plus ou moins susceptible à des maladies métaboliques. Donc, durant tout le développement, cet individu est soumis à un environnement, et l'environnement va agir sur l'expression des gènes par des marques épigénétiques qui ne vont pas changer ces gènes, mais qui vont changer l'expression de ces gènes. Et au cours de ce développement, on a une période particulièrement importante qui est la période fétale pour la mise en place de ces marques. Et bien sûr, ça s'applique à la fois à l'animal, comme vous l'avez vu précédemment, mais aussi à l'humain. Donc c'est un problème de santé publique et l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2011 a reconnu que la santé de la mère et de l'enfant est inextricablement liée au développement de maladies non communicables et à leur risque. Donc au sein de mon équipe, on travaille sur cette hypothèse. À la fois pour les productions animales, pour essayer de comprendre comment on peut agir sur les phénotypes, c'est-à-dire comment les caractéristiques des animaux, pour étudier les effets des biotechnologies et puis pour étudier cette fonction placentaire. Mais on travaille aussi pour développer des modèles animaux pour la santé humaine, en particulier dans le contexte de l'obésité, de la malnutrition, du métabolisme maternel et de la fonction placentaire, et aussi de l'imagerie du placenta, ce que vous allez voir par la suite. Et pour ça, on utilise des modèles animaux, sachant que le choix du modèle animal est important. Ici, vous voyez une description du fœtus humain fait par Léonard de Vinci. Et on voit aussi la description du placenta. Et on se rend compte que le placenta qu'a utilisé Léonard pour présenter le placenta humain est un placenta de ruminant. Donc il faut faire attention dans le choix des modèles qu'on utilise. Donc nous, on a décidé d'utiliser un modèle lapin. D'abord parce que le placenta est très proche de l'homme, c'est un placenta hémodicorial comme celui de l'humain, et on a décidé d'utiliser le lapin parce que le lapin est sensible au régime gras. Et quand je suis arrivée comme chercheur en 2005-2006 ici, on m'a demandé de développer une recherche en utilisant des animaux de rente comme modèles biomédicaux. Et donc à ce moment-là, il y avait très peu de recherches sur l'effet de la nutrition lipidique chez les animaux et sur les effets sur les descendants. Donc on a décidé que finalement, en observant ce qui se passait chez l'humain, eh bien les gens qui mangeaient mal commençaient à manger mal bien avant la gestation et non pas juste durant la gestation, ce qu'on voit dans beaucoup de modèles animaux. Donc on a décidé de nourrir nos animaux avec un régime gras et avec du cholestérol à partir de avant la puberté, durant la gestation et durant la lactation, et on les a toujours comparés à un régime témoin. Donc ce qu'on a trouvé d'abord, c'est que le fait d'avoir ce régime entraînait un retard de croissance, donc un retard de développement intra-utérin dès le début de la gestation. Par la suite, les animaux adultes issus de ces mères, bien qu'ils mangent normalement, avaient ce qu'on appelait des composantes du syndrome métabolique à l'âge adulte, c'est-à-dire le syndrome métabolique, c'est un syndrome qui comprend de l'obésité, des problèmes de cholestérol et de lipides dans le sang, de l'hypertension, de l'hyperglycémie et du diabète. Donc en fait, ces lapins, ils n'avaient pas tous les symptômes, mais ils en avaient une bonne partie. Donc ensuite, on est revenu pour savoir ce qui s'était passé avant. On a d'abord été regarder le placenta en fin de gestation. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on avait une diminution des transporteurs des acides gras et des acides aminés à travers le placenta, dans le groupe traité. Et vous voyez ici des images de microscopie électronique de placenta, et on voit que ceux issus des mères qui mangeaient gras sont plein de petites boules blanches ici, qui sont des globules lipidiques. Donc les placentas des mères qui mangent gras ont plein de gouttelettes lipidiques.
Lorsqu'on a regardé les fœtus, eh bien, les mâles étaient dyslipidémiques, ça veut dire qu'ils avaient une augmentation des triglycérides et du cholestérol, donc ce qu'on appelle faire du gras finalement au niveau sanguin, hein, de façon commune, mais bon, et que les femelles en avaient très peu, un tout petit peu, mais qu'elles semblaient être protégées par rapport aux mâles. Donc on est allé regarder au niveau du placenta, et donc ce dimorphisme sexuel existait aussi au niveau du placenta, avec peu de stockage de lipides et de cholestérol et une diminution de l'expression de ce gène qui est fondamental dans le métabolisme des lipides, alors que chez les femelles, eh bien, il y avait une augmentation de stockage des lipides important dans le placenta, qui semble être à l'origine de la protection des femelles. On est allé un peu plus loin durant la gestation, on est allé voir les embryons. Alors les images passent mal ici. Vous voyez ici des traces rouges qui sont des colorations des lipides à l'intérieur de l'embryon. Et on voit qu'on a plus de traces rouges dans les embryons issus des mères, donc à J6, par rapport aux témoins. Donc cette augmentation de globules lipidiques, c'était la même chose qu'on trouvait dans le placenta, et elle est associée, dès ce stade-là, à des modifications des transporteurs d'acides gras, du glucose et des acides aminés. Encore plus tôt, lorsqu'on a regardé les embryons à 8-16 cellules, c'est-à-dire autour de 3 jours, eh bien, on a une surexpression d'un gène qui s'appelle l'adipophiline, et ce gène, il est impliqué dans la formation de globules lipidiques. Donc, dès le début, eh bien, il y avait des anomalies dans ces animaux. Du coup, on est en train d'étudier encore plus tôt, mais ça, je n'ai pas encore les résultats, et on est allé regarder ce qui se passait sur les mamans qui avaient mangé gras. Ici, vous avez 2 coupes histologiques d'ovaires, et vous voyez ici les follicules, ces grosses boules blanches, qui sont finalement l'entité qui va permettre l'ovulation, et donc chacun de ces follicules contient un ovocyte qui va, lui, être fécondé après l'ovulation. Et vous voyez tout de suite qu'il y en a beaucoup moins dans les ovaires des femelles qui ont été nourries avec le régime, et donc c'est associé avec un retard à la puberté, donc un nombre de follicules diminué, et une atrésie folliculaire, c'est-à-dire une mort de ces follicules. Alors, les lapins étant les lapins, on a quand même réussi à les mettre à la reproduction. Mais on est allé voir leurs descendants. Et ici, pour les filles, on a retrouvé de l'atrésie folliculaire comme chez les mamans. Et donc, les filles ont été nourries soit avec le régime contrôle, soit avec le même régime que leur mère. Donc, ce sont ces 3 groupes, et on voit que quel que soit le régime des filles, eh bien, on a une augmentation de l'atrésie folliculaire chez les descendantes. Deuxième chose, chez les mâles, on a une diminution du poids des testicules qui est associée à une diminution de la testostéronémie. Et la testostérone, c'est l'hormone qui va permettre le bon déroulement de la spermatogénèse et aussi de la libido. Lorsqu'on a ensuite utilisé ces filles pour faire une 2e génération, donc le travail n'est pas fini, mais déjà on sait qu'on a une signature au niveau du placenta, le trophoblast qui est une composante du placenta, avec des modifications de l'ultrastructure et de l'accumulation de gouttelettes lipidiques et de cholestérol qui permettent de savoir dans ces placentas ce que la grand-mère a mangé ainsi que la mère a mangé. Donc en conclusion de ces 10 minutes, eh bien, on sait que la nutrition maternelle et l'environnement au sens large vont jouer un rôle au cours du développement, que la fonction placentaire est essentielle, mais qu'aussi cette période précoce est importante. Et donc, on a pu mettre en évidence par ce modèle l'importance de la période périconceptionnelle, et qu'on a des réponses chez l'adulte et déjà chez le fœtus, qui sont spécifiques du sexe de l'individu. Et donc ça rentre dans le contexte des 1000 jours pour agir, on repart maintenant chez l'humain, eh bien, dès la conception, on peut agir pour essayer de prévenir l'épidémie d'obésité qui sévit dans le monde. Donc on parle des 1000 jours pour agir, donc organisés par l'Organisation mondiale de la santé. Et sur ce, je tiens à remercier les acteurs de ce travail, en particulier Anne Tarade qui a mené le travail sur le placenta. Voilà.